Salut à tous les footeux, bienvenue à Footland. On se retrouve pour un nouveau News Foot, l'actu foot de la semaine comme promis. Bon bah c'est parti hein. Like you, be strong, to hold the powers of the sun. La 5e saison a finalement été la bonne pour Kevin De Bruyne. Malgré 2 titres de champion en 2017-2018 et 2018-2019, le milieu offensif de Manchester City s'était à chaque fois fait dépasser par un joueur de Liverpool, à savoir Mohamed Salah et Virgil van Dijk. Et c'est finalement l'année où les Reds ont tout écrasé en Première Ligue que le meneur de jeu belge a enfin remporté le titre de meilleur joueur. Et là, il n'y a pas de contestation possible. En effet, De Bruyne a été largement au-dessus de tout le monde tout au long de la saison. Enfin débarrassé de ses pépins physiques qui l'ont privé d'une grosse partie de la saison dernière, Kevin De Bruyne a eu tout simplement aucun rival ces derniers mois en championnat. Pas un seul. Ses 13 buts, le 4e meilleur total de Manchester City, derrière Raheem Sterling, Sergio Aguero et Gabriel Jesus, mais surtout ses 20 passes décisives, le meilleur total de l'histoire de la Première Ligue, à égalité avec un certain Thierry Henry, ont pesé extrêmement lourd au moment des votes. De Bruyne est terminé en tête de 9 classements. Encore une preuve qu'il a dominé ses compères dans de très nombreux domaines. En plus d'avoir été le meilleur passeur, le Citizen a également été le joueur le plus décisif, en étant directement impliqué sur 33 buts, ainsi que celui qui a créé le plus d'occasions et celui qui a délivré le plus grand nombre de passes clés. C'est simple, à chaque fois qu'il a touché le ballon, le Belge s'est montré très dangereux, puisque 291 tirs de son équipe ont été tentés après un mouvement où il a été impliqué, des chiffres qui attestent de sa domination totale. C'est aussi intéressant de noter que c'est le premier joueur de l'histoire de Manchester City à obtenir cette récompense depuis sa création en 1973 et le deuxième joueur belge après Eden Hazard avec Chelsea en 2014-2015. Et De Bruyne n'a pas boudé son plaisir lors de la remise du trophée. Je pense que c'est un grand honneur de recevoir le PFA. Être élu par ses pairs, ses collègues et ses adversaires que vous affrontez toujours sur le terrain, c'est incroyable. Oui, c'est un peu bizarre d'être le premier joueur de City à obtenir ce prix, au vu des nombreux joueurs qu'il y a et qu'il y a eu au club. Dans un sens, c'est une bonne chose de représenter le club, a indiqué De Bruyne pour City TV. Ce qui est intéressant, c'est qu'en Angleterre, pour être le meilleur joueur de l'APL anglaise, il ne faut pas juste être le meilleur buteur du championnat. Non, il y a d'autres critères qui sont pris en compte. La preuve encore cette année avec Kevin De Bruyne et l'année dernière Van Dijk, mais aussi par le passé avec N'Golo Kanté et Mahrez. En Première Ligue, ils font bien la différence entre meilleur buteur et meilleur joueur, et c'est bien je trouve. Alors que dans d'autres championnats, le meilleur buteur est automatiquement élu meilleur joueur de la saison. Michel Platini peut trembler, l'ancien capitaine des Bleus devrait être bientôt délogé de sa 2e place dans le classement des meilleurs buteurs tricolores. En effet, le triple ballon d'or a inscrit 41 buts avec la sélection française dans les années 80. Il est en passe d'être égalé par un certain Olivier Giroud. Celui-ci est revenu à une longueur en marquant contre la Croatie mardi dernier. Un match avec des buts d'ailleurs remporté par l'équipe de France 4-2. C'est comme un air de déjà vu, n'est-ce pas? Et l'attaquant des Blues a clôturé la marque lors de cette partie en transformant un penalty à la 77e minute de jeu. Antoine Griezmann lui a généreusement laissé le soin de tirer le coup de pied arrêté. Un geste que Giroud a certainement dû apprécier. Là, il est peut-être proche de dépasser Michel Platini dans le classement des meilleurs buteurs de l'équipe de France, mais il ne va pas s'arrêter là. Son vrai objectif est bien évidemment d'effacer la marque absolue détenue par Thierry Henry. Seulement 11 réalisations le séparent encore du meilleur buteur de l'histoire des Bleus. A noter que Griezmann gravit aussi petit à petit des échelons dans ce classement. Face aux Croates, il a égalisé à 1-1 juste avant la mi-temps et cela lui permet de faire aussi bien que Zidane avec 31 buts sous la tunique tricolore. Mais pas seulement, Grisou a aussi délivré sa 21e passe décisive avec sa sélection. Il n'y a que Thierry Henry qui a fait mieux dans ce domaine avec 27 assists à son compteur. Thierry Henry est clairement sûr. Niko Kovac a lancé l'opération dégraissage, c'est le moins qu'on puisse dire. Lors d'un entretien accordé à Bild, l'entraîneur de l'AS Monaco a annoncé sa volonté de réduire drastiquement son effectif. Le technicien croate veut complètement changer la politique du club de la principauté. Paul Mitchell, Oleg Petrov et moi essayons de créer de nouvelles structures et de tourner le club dans une direction différente. Je pense que nous pouvons le faire à moyen et à long terme. Nous avions maintenant 2 groupes de 25 joueurs chacun. Je veux travailler avec un maximum de 25 joueurs, il n'y a pas d'autre moyen, a déclaré le coach monégasque. Et force est de constater que ce grand dégraissage est déjà bien avancé. Depuis l'ouverture du mercato, Monaco a déjà fait partir, ou si vous voulez mise à la porte, de nombreux joueurs. Parmi eux, Nasser Chadli, Jonathan Panzo, Camille Glick,
Subasic, Seydoussi, Moussa Sylla, Islam Slimani ou encore Adrien Silva. Et la liste est encore longue. Mais ce n'est pas assez puisque l'ASM compte encore 40 joueurs professionnels sous contrat. Niko Kovac souhaite donc le départ de nombreux autres éléments, notamment Jimerson, Cesc Fabregas, Keita Baldé ou encore Pelé. Entre-temps, le club du Rocher a enregistré les arrivées de Kevin Folland, Axel Disasi et Caio Henrique, un recrutement intéressant. Vous avez mentionné notre grand nombre de joueurs. Beaucoup d'argent a été dépensé ici. On ne peut pas continuer à faire du shopping comme ça. Il faut réduire le nombre de joueurs. On ne nage pas dans l'argent, affirme Kovac. C'est pourquoi Paul, Oleg et moi sommes ici pour remettre le club dans une direction normale, poursuit-il, avant de se montrer encore un peu plus critique envers l'ancienne direction qui fait l'erreur, selon lui, de dépenser beaucoup trop d'argent sur de très jeunes joueurs. Quelques 20 millions d'euros ont été dépensés pour les jeunes de 17 et 18 ans. Ces dernières années, nous n'avons pas joué en Europe et ces revenus nous manquent. En résumé, je pense que vous l'avez compris, Kovac et ses dirigeants semblent bien décidés à remettre de l'ordre dans la maison monégasque. Mais comment ne pas lui donner raison? Ils ont des dirigeants incompétents sur toute la ligne qui réalisent des recrutements fantaisistes chaque année. Faut pas se jeter sur tous les jeunes comme ça, faut choisir. Il faut donc absolument changer la politique du club. Et c'est ce que veut faire Niko Kovac, donc c'est une bonne nouvelle pour l'ASM. Et on en vient à la question du jour. Est-ce que, à votre avis, Niko Kovac va remettre l'ASM sur le droit chemin? Est-ce qu'il va permettre à l'AS Monaco de retrouver au moins le top 5 cette saison? À vos commentaires les gars, je prendrai quelques réponses pour le prochain Newsfoot. Maintenant on passe à ce que j'appelle le mini point mercato. Alors c'est le plus gros transfert de cette semaine, ou si vous voulez, le transfert le plus surprenant. Après Alan la semaine dernière, Everton officialise l'arrivée du milieu offensif du Real, James Rodriguez, pour 0 €. What? Et oui les gars, les Merengues voulaient absolument se débarrasser de son salaire et dégraisser son effectif, donc ils l'ont laissé filer gratos comme ça. Alors maintenant, reste à savoir si ça sera un vrai taulier de cette équipe d'Everton ou ce sera juste un poids financier comme ça l'était du côté du Real. Et autre info, du côté de l'OM, deux noms se dégagent pour l'attaque. C'est un air de déjà vu. Un refrain bien connu dans la cité phocéenne. L'Olympique de Marseille est encore en quête d'un grand attaquant. Après Mario Balotelli il y a 1 an et demi, après Dario Benedetto, venu garnir l'effectif depuis l'été 2019, Marseille attend encore une fois une nouvelle tête forte en attaque pour à la fois épauler l'Argentin et étoffer un secteur trop dépendant des rendements de Florian Thauvin et Dimitri Payet. Et on dirait bien que certaines pistes se dégagent dans les autres instances du club. Selon le média El Desmarque, le profil de Borja Mayoral serait sérieusement étudié. Pablo Longoria, le directeur du football de Marseille, connaît parfaitement cet attaquant appartenant au Real Madrid et auteur d'une saison intéressante à l'Evente. Mais d'après MaxiFoot, Longoria aurait également un autre nom en tête, El Bilal Touré. Grand prospect prometteur du Stade de Reims, le jeune de 19 ans serait séduit par la possibilité de rejoindre le projet marseillais, comme il l'a laissé entendre sur les réseaux sociaux. Et André Villas-Boas serait très intéressé par sa venue, car il estimerait que son profil est plus complémentaire à Benedetto. Sinon Boulaye Dia et Mbanyang sont d'autres noms cités, mais leurs pistes sont actuellement refroidies. Le milieu offensif du PSG, Julian Draxler, a repoussé des offres en Angleterre dont Leeds, et une approche du Milan AC. Aubameyang va bel et bien signer un nouveau contrat avec les Gunners d'Arsenal. Le Barça juge quasi impossible le transfert de l'attaquant Lautaro Martinez. Le latéral gauche de Porto, Alex Telles, est attendu à Manchester United. Coutinho reste au Barça, Koeman compte lui donner une deuxième chance. Et enfin, Memphis Depay ne ferait pas l'unanimité au FC Barcelone. AS écrit dans son édition du jour que des doutes sur sa capacité à devenir un attaquant de référence font tiquer certains dirigeants barcelonais, tandis que le Barça serait très intéressé par la venue d'Hector Bellerin. L'attaquant de la Roma, Patrick Schick, rejoint Leverkusen contre 26 millions d'euros. Le Bayern n'a pas retenu l'ailier Ivan Perisic qui retourne à l'Inter. L'ailier Yannick Carrasco a signé 4 ans à l'Atlético Madrid où il est prêté par le Dalian Pro. L'AC Milan a officialisé l'arrivée en prêt de Sandro Tonali ce mercredi soir avec une option d'achat obligatoire sans que le montant ne soit évoqué. Courtisé par Rennes, le gardien parisien Alphonse Areola va finalement jouer à Fulham où il est prêté durant 1 an. J'ai failli oublier, le PSG tient son nouveau latéral droit, Alessandro Florenzi. Il débarque à Paris sous forme d'un prêt avec une option d'achat de 9 millions d'euros. Et maintenant, le gag de la semaine. Bon, pour faire court,
Greenwood et Foden sont des petits coquins. Considérés comme le futur de la sélection anglaise, le milieu de terrain de Manchester City, Phil Foden et l'attaquant de Manchester United, Mason Greenwood, ont fait très fort pour leur première sélection. En marge de leur première cape fêtée samedi en Islande en Ligue des Nations, les deux jeunes hommes ont en effet fauté en faisant venir des filles à l'hôtel où logeait la sélection. Et le règlement imposé par l'UEFA et les autorités islandaises était clair. Aucune personne extérieure ne devait être en contact avec les joueurs, un point que le duo a largement transgressé. Foden et Greenwood ont donc été écartés du groupe pour le match de Ligue des Nations programmé mardi face au Danemark. De son côté, la fédération anglaise souhaiterait, elle, aller plus loin en infligeant d'autres sanctions au duo. Dans le pire des cas, à moins d'1 an de l'Euro, leur participation peut même être remise en cause. En attendant d'être fixés à ce sujet, Foden et Greenwood peuvent être sûrs d'une chose, leur image en a pris un coup et le début de leur carrière internationale risque également d'en être impacté. Normalement, pour ta première sélection, tu devrais être timide, impressionné d'être là, mais pas eux. Alors maintenant, on passe au match de la semaine à ne pas rater. Et on commence par Marseille-Saint-Etienne. C'est l'un des classiques de notre chère Ligue 1. Rivaux pour le titre au début des années 1970, l'OM et Saint-Etienne se retrouveront ce jeudi 17 septembre. Au sortir d'un dernier exercice délicat, Saint-Etienne sera quoi qu'il en soit avide de revanche sur un terrain où son dernier succès remonte maintenant au 10 août 1979. Un bon petit match de Ligue 1 comme on les aime, et après Saint-Etienne, l'OM affrontera le LOSC. Une autre belle affiche donc. Le jeune Lillois Jonathan David sera évidemment à surveiller de près. Maintenant on part en Allemagne, et oui les gars, la Bundesliga va reprendre ses droits cette semaine, avec un salivant Bayern Schalke vendredi prochain. Quel plaisir ce sera de revoir cette passionnante équipe du Bayern, qui paraît plus que jamais favori pour le titre de champion d'Allemagne cette année. Et de son côté, le Schalke 04 se doit de faire mieux que la saison dernière, avec une piteuse place dans le bas de tableau. Bon, vous allez me dire que c'est toujours mieux que l'année encore d'avant où ils ont terminé 14e, mais n'oubliez pas que cette équipe est censée jouer les grands rôles dans cette Bundesliga. Ce club n'est pas là pour faire de la figuration. Au contraire, c'est un club historique de la Bundesliga. N'oubliez pas les gars qu'il y a 3 ans, cette même équipe a terminé 2e de Bundesliga, derrière l'ogre bavarois. Cette équipe doit absolument trouver de la régularité en championnat. En tout cas, on verra dès ce vendredi si ces 2 dernières années ne sont qu'un faux pas ou juste le début d'une véritable descente en enfer. Décidément, la Bundesliga offre de belles affiches, car le lendemain de Bayern Schalke, Dortmund et Mönchengladbach, 2 équipes dans le top 4 l'année dernière, vont s'affronter au stade Iduna Park. Une autre rencontre à évidemment ne pas rater. Bon voilà les gars, on a fait à peu près le tour des matchs à ne pas rater cette semaine. La fois dernière, je vous ai demandé quel joueur le PSG devait-il recruter en priorité, Camavinga ou Aouar. Et force est de constater que la plupart d'entre vous êtes plus pour une arrivée d'Aouar Camavinga, ayant moins d'expérience au plus haut niveau. Alors par exemple Crazy Rise a dit Aouar, car prendre Camavinga revient à prendre un remplaçant, ce qui n'est pas l'idéal, donc Aouar. Et pour Gustave, Aouar cet été parce qu'on prendrait un cadre de Lyon, ce qui nous donnera un avantage et pour eux un désavantage. Celle-là je l'attendais, elle est bonne, magnifique. Pas mal, pas mal. Alors maintenant, le duel. Attendez, avant je vais vous montrer le résultat du sondage pour le duel du dernier Newsfoot entre Sanson et Paredes. Alors on dirait bien que Paredes l'emporte largement. Alors je ne sais pas si c'est juste parce que c'est principalement des Parisiens qui votent ou... Bon, pour être honnête, je suis plus Paredes aussi. Je trouve qu'il a une meilleure vision de jeu et de passe, même si Sanson a ce gros volume de jeu qui manque à Paredes. Allez, prochain duel. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, il y a du lourd. Alors qui est meilleur selon vous, Lewandowski ou Benzema? À vos commentaires les gars, et allez voter en masse dans la section communauté. Sur ce, je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 15 h pour un nouveau Newsfoot. Je vais peut-être aussi sortir une autre vidéo dans la semaine, on verra bien. Passez une bonne journée, ciao les footeux.